Bonjour à tous, Romain Pétel, bienvenue dans les réacs du B2B, le marketing et la vente sans langue de bois. Aujourd'hui, je reçois Christian Hinman. Bienvenue Christian. Bonjour Romain. Comment vas-tu ? Merci de m'accueillir. De rien, c'est normal. Comment vas-tu ? Eh bien écoute, il fait beau et la vie est belle et j'ai décidé, comme Voltaire, d'être heureux. Très bien. Nous dire ce que tu fais dans la vie, ce qui t'anime, ce que tu as fait aussi par le passé. Et après, on enchaînera sur le sujet de l'export, qui est un sujet privilégié que je souhaite aborder avec toi. Très bien. Pour faire court, je dirais que dans ma vie professionnelle, j'ai beaucoup utilisé les autoroutes, pris des trains, fréquenté les aéroports, à la fois en France, en Europe et en Amérique du Nord. Je suis ce qu'on appelle dans notre jargon un développeur. Alors, développeur de réseaux de magasins, développeur d'enseignes dans le secteur de la distribution de produits, comme Yves Rocher par exemple, on aura l'occasion sans doute d'en reparler, et développeur en termes de prestations de services, par exemple dans l'hôtellerie économique. Développeur, mais aussi concepteur, puisque j'ai déjà créé 4 sociétés durant ma vie, et la dernière en date, qui se nomme Shake-up Export, pour but d'aider les managers en PME, en ETI, à lancer, à développer leurs démarches et leurs projets internationaux. Très bien. Donc aujourd'hui, je t'ai invité pour un sujet vraiment très important, surtout pour nos PME, TPE françaises et ETI, qui est le développement à l'international, le développement de l'export, l'acquisition de nouveaux segments de clientèle à l'international. Tout à fait. Et qui est un sujet assez délicat et problématique en France. Tout à fait. La problématique, elle est simple. On peut partir de 3 réussites, par exemple, qu'on appelle les 3, c'est-à-dire à la fois Airbus dans le domaine de l'aviation, à la fois Areva dans le secteur des centrales nucléaires, et puis Alstom en ce qui concerne tous les moyens de locomotion. Mais je dirais que c'est un peu les 3 arbres qui cachent la forêt. Le constat est malheureusement beaucoup plus dramatique, puisque depuis 10 ans, depuis 2007, on a une balance du commerce extérieur qui est déficitaire. C'est un phénomène récurrent, puisque sur les derniers résultats, sur un an, on a perdu 34 milliards. Donc c'est un véritable problème pour la France aujourd'hui. Pourquoi nos fichus TPE, PME françaises n'arrivent pas à exporter, n'arrivent pas à s'internationaliser et à exporter? Oui, je ne pense pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, mais en fait, il y a des raisons essentiellement structurelles et aussi culturelles. Alors structurelles, bon nombre d'observateurs ont remarqué que nos entreprises manquaient de compétitivité par rapport aux offres qui étaient proposées par la concurrence étrangère. Je prends encore une fois un exemple pour que tout le monde comprenne. La 380, qui est un fleuron de notre technologie aéronautique, aujourd'hui est une réussite totale en matière technologique, mais se vend mal parce qu'il est plus cher que son concurrent, le Boeing 777. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. On a un retard aussi en matière de structure vouée à l'export et d'organisation. Ensuite, on a un retard, qui est dû à nos ancestrales lourdeurs administratives. Je crois qu'on est bien reconnu pour ça. Et ce qu'on constate, c'est surtout un problème de comportement. Oui, tout à fait. Ce que j'appelle, moi, les raisons culturelles. Alors, on va partir d'un constat positif, c'est celui de dire on a, en France, un savoir-faire, reconnu d'ailleurs, dans de nombreux domaines. Mais, et parce qu'il y a un mais, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à le faire savoir. Bon, alors il y a des événements comme le Salon Made in France qui a lieu tous les ans au mois de novembre, qui heureusement facilite maintenant la communication sur nos savoir-faire. Puis alors on a notre culture latine, mais il faut quand même avouer qu'on a très souvent des comportements et des attitudes casanières. En un mot, on rechigne à aller voir à l'extérieur. Est-ce que c'est par manque de curiosité ? Je le crois facilement parce que j'ai eu l'occasion, et ça va être une anecdote, de travailler sur l'Amérique du Nord et notamment l'Est du Canada. Où, entre parenthèses, actuellement, il fait moins 40, ce qui ne facilite pas évidemment le travail en extérieur. Et j'ai eu l'occasion et surtout le privilège de mettre en place le réseau Yves Rocher dans la province du Québec. Bon, et ça a plutôt bien réussi puisque aujourd'hui il y a environ un réseau de 60 magasins qui fonctionnent très bien.
Ça, c'était une réussite. Bon, elle est due essentiellement parce qu'il y avait d'abord un aspect de langue francophone, donc qui facilite la communication. Et deuxièmement, bon nombre de publications françaises dans le domaine féminin étaient aussi lues au Québec, donc facilité de connaissance et de reconnaissance. D'accord. Mais j'ai eu l'occasion justement de côtoyer pas mal d'autochtones, de personnes locales qui ont une culture tout à fait différente, anglo-saxonne par ailleurs, c'est qui n'ont pas peur de bouleverser leur vie professionnelle et leur vie privée et leur vie intime pour partir à des milliers de kilomètres parce que justement il y avait des opportunités de travail qui s'y présentaient. Un jour j'ai interrogé une classe en master de 25 étudiants, en général entre 23 et 25 ans, et je voulais connaître le nombre d'entre eux qui avaient déjà été en Allemagne. L'Allemagne, c'est pas loin, hein, c'est notre pays frontalier, c'est notre premier partenaire, c'était notre premier partenaire commercial, il y a peu. Et sur 25 étudiants, j'en ai un seul qui a levé le doigt. Voilà, c'est quand même assez révélateur et symbolique de manque de curiosité et manque d'intérêt. Alors on n'a plus de facilité à aller vers l'Angleterre, évidemment. Ou l'Espagne. Ou éventuellement l'Espagne, mais l'Allemagne, ça n'attire pas beaucoup. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Xavier Niel, évidemment, c'est le fondateur de l'opérateur Free. Oui. Et un jour qu'on l'interrogeait, je le cite, il dit une start-up américaine qui crée un produit pour le monde. Ouais. Alors que nous, on a une vision relativement restrictive, puisque nous, quand on crée quelque chose, c'est la plupart du temps avec une vision française. Marché domestique. Absolument. Ouais. Donc évidemment, ça restreint fortement nos capacités d'exportation. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils disent en fait, quand on lance un projet, un produit, qu'il soit digital ou pas d'ailleurs, il lit de plus en plus, c'est de penser global en fait. Voilà. Il faut dire aussi qu'il y a un défaut assez ancestral, c'est dû au système éducatif français. Voilà. Pourquoi ? Parce que, il faut avouer que quand un jeune veut se lancer dans une filière ou l'envie d'avoir une carrière internationale, il va trouver, bon an, mal an, des formations d'abord peu nombreuses et pas forcément attractives. Premier élément. Deuxième élément, finalement, pour évoluer dans l'international, il faut, à mon avis, intégrer une entreprise qui a justement cette vocation, ce désir, cette envie et ce projet. Et à ce moment-là, ça permet aux jeunes d'évoluer en parallèle de la stratégie. Puis qu'elle y mette les moyens. Et qu'elle y mette les moyens aussi, bien sûr, avec les ressources nécessaires. Alors je reviens, je te coupe 2 secondes sur cette partie formation professionnelle, formation des étudiants, puisque moi-même j'ai fait, pour la petite anecdote, un BTS commerce international. Tout à fait. Et pour confirmer ce que tu racontes, c'est que le niveau des langues, en fait, général, la moyenne générale, le niveau général était vraiment très peu élevé par rapport aux attendus du diplôme. Tout à fait. Parce qu'on forme quand même des gens, des techniciens supérieurs aux aspects du marketing et du commerce international. Mais j'avais largement pas le niveau, mes camarades non plus. Voilà, le problème, c'est que le premier outil pour faire de l'international, c'est évidemment la maîtrise de l'anglais. Ouais. Alors là, la carence, elle est énorme. Hein, je pense qu'on ne va pas enfoncer des portes ouvertes, c'est assez reconnu. L'anglais, qu'on le veuille ou non, c'est la langue universelle pour les échanges internationaux. Alors, je prends là aussi une anecdote, mais qui est plutôt un exemple. Si on prend la Scandinavie, il y a 4 pays, 21 millions d'habitants au total, soit 3 fois moins que la France. Et aujourd'hui, les pays scandinaves forment et enseignent l'anglais aux petits Suédois ou Norvégiens en même temps que leur langue maternelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont aucune difficulté à s'internationaliser et que des grandes entreprises comme Volvo, Carlsberg, Saab ou bien entendu Ikea, que chacun connaît, sont présents dans le monde entier. Donc ça, je pense que si on maîtrise l'anglais dès le plus jeune âge, en parallèle de certaines techniques d'export et d'internationalisation, on aura des capacités justement à s'exporter plus facilement. Et c'est quoi le mauvais cas et pourquoi ? Alors, je vais changer de domaine. J'ai travaillé dans le domaine du service, c'est-à-dire la mise en place d'un réseau d'hôtellerie économique qui avait plus ou moins bien réussi, plutôt bien d'ailleurs, en France. Et son manager principal avait souhaité donc développer et mettre en place un réseau identique sur les pays voisins de la France, c'est-à-dire le Benelux, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Italie. Bien.
Et bien là, ça a été un échec. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce qu'on a réussi dans son propre pays qu'on peut forcément réussir à l'étranger, a fortiori dans le domaine du service, puisque là, alors là, il faut évidemment tenir compte des cultures, des modus vivendi et de la manière de se comporter de l'ensemble des personnes qui sont susceptibles de venir dans votre hôtel. Je prends un exemple Allemagne. En France, on n'avait pas du tout de bar, par exemple. Dans nos hôtels, dans nos unités, on avait évidemment un restaurant plus l'aspect hôtellerie. Et en Allemagne, on s'est vite rendu compte, après avoir créé une première unité, que le bar était absolument indispensable, puisque la façon de vivre et la façon de se restaurer des Allemands est assez différente de celle qu'on connaît en France. De conseils, de préconisations qui sont assez concrètes. Très rapidement, au-delà de l'envie, du désir qui peut être tout à fait logique et légitime. Pourquoi ? Parce que le marché domestique étant relativement saturé et la conquête des parts de marché peut se faire bien sûr sur l'étranger. Néanmoins, il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan non pas de compétences, certes quand même pour savoir si au sein de son entreprise on a les ressources humaines nécessaires, mais c'est sur l'ensemble de l'entreprise. Est-ce qu'on a les moyens financiers ? Est-ce qu'on a les moyens matériels ? Est-ce qu'on a les moyens humains ou doit-on les acquérir ? C'est d'ailleurs là pour ça que je m'adresse aux PME, parce que bien souvent ces moyens ils ne les ont pas, c'est certain. Alors deuxième élément aussi, c'est essayer de profiter au maximum de ce dispositif et de ces aides mises en place. Il y a beaucoup, il y a Business France qui travaille énormément, il y a énormément de subventions disponibles. BPI bien sûr, disponibles en France mais aussi au niveau européen. Et puis savoir s'entourer aussi des personnes qui sont expérimentées dans le domaine. Et puis bien sûr aussi voir et tester si votre produit ou sur votre service a un avenir sur tel ou tel pays. Et le choix du pays est fondamental pour tester notre démarche. Est-ce qu'il y a un marché ou une opportunité dans les 10 ans à venir, voire plus loin ? Ouais. Tu t'apprêtes dans quoi ? Tu privilégierais quoi ? Alors franchement, je ne sais pas si on peut parler de se limiter à ce type de produits qui te sont proches. Je veux dire, plus globalement, il y a véritablement une opportunité extraordinaire qui se présente aujourd'hui, dans les 10 ans à venir et même plus. C'est le continent africain. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité d'abord, mais c'est sans doute l'avenir du monde. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a 1,2 milliard d'Africains. Demain, en 2050, il y en aura 2,5 milliards, pardon. Et puis, d'ici la fin du siècle, environ 4 milliards. Et là, la France a une très belle carte à jouer. Pourquoi ? Parce que, historiquement, et du fait de notre ex-empire colonial, on a actuellement plus de 400 millions d'Africains qui parlent français. Mais je dirais en termes économiques et commerciaux, on est en deçà, on est en retrait, par exemple, par rapport aux pays asiatiques, comme la Chine, qui, eux, ont pris très nettement le leadership commercial et industriel, notamment dans ce qui est l'extraction des matières premières. Donc il ne faudrait pas laisser, si tu veux, ce retard s'amplifier. Surtout, comme je répète, il y a des atouts extraordinaires, notamment au niveau de la communication avec les pays qui sont à majorité francophones. Donc à nous, encore une fois, de se réveiller vigoureusement pour mettre en place notre savoir-faire et pour aider évidemment les peuples et les populations francophones dans un premier temps à se développer, mais aussi les PME et PMI. C'est une formidable porte. J'espère que bon nombre de chefs d'entreprise en prendront conscience. Donc je dis à tous les chefs d'entreprise, de PME, de se bouger, de réfléchir, et on sera là pour les aider avec grand plaisir. Eh ben c'est parfait. Écoute, je te remercie. Merci Romain de m'avoir accueilli. Eh ben écoute, avec plaisir. Tu reviendras. On essaiera de voir peut-être des points un peu plus opérationnels du développement export. De voir de manière très précise comment on peut faire peut-être un cas pratique, ce genre de choses. Avec plaisir, oui, tout à fait. On verra différents sujets. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans les réacs du B2B, donc le marketing et la vente sans langue de bois. Merci à tous, à très vite, bonne journée, à bientôt. Au revoir.